Bien, après cette introduction très complète, qui m'offre l'occasion d'une transition, puisque le CAUE vous a été présenté. Le CAUE, il est de la loi de 1977. C'est la loi sur l'architecture. Imaginez qu'on ait une loi sur la musique. On trouverait ça un peu incongru. Une loi sur la littérature, on crierait au fascisme. S'il y avait une loi qui disait la qualité littéraire est d'intérêt public, ce serait quand même assez surprenant au sein d'une démocratie. Et pourtant, il existe une loi qui a créé les CAUE dont le préambule indique que la qualité architecturale est d'intérêt public. Et tous les architectes sont contents d'avoir une loi. Et ils y tiennent à leur loi, et ils considèrent cette loi comme étant justifiée. Et je reviens à la phrase de Victor Hugo, hein, lorsqu'il dit, c'est une bonne idée de la mentionner, l'usage est privé, la beauté est publique. Ah oui, c'est ça le problème de l'architecture et du patrimoine en général, c'est qu'on le consomme, entre guillemets, pour utiliser un mot vulgaire, on le consomme culturellement sans y être amené d'une façon volontaire. Pour acheter un disque, enfin, de mon temps, on achetait un CD. Aujourd'hui, on s'abonne à Spotify. Pour lire un livre, il faut aller dans une médiathèque ou une librairie. Et l'architecture, tout le monde y est confronté sans l'avoir cherché. Et c'est ce qui fait que cette production culturelle est tellement contestée, parfois mal reçue, et c'est sur quoi je vais revenir et m'attarder, sinon méprisée, hein, suivant les époques. Et le patrimoine a ceci d'intéressant par rapport à ces questions, c'est que, en fait, on pourrait dater le patrimoine plutôt de l'époque et de la société qu'il a reconnu comme tel, plutôt que de l'époque qu'il a vu se construire. Et j'en terminerai par là, parce qu'en Loire-Atlantique, on a un très bel exemple. Je ne sais pas si le mot de beauté est bien choisi dans ce cas-là, c'est la base sous-marine de Saint-Nazaire, qui est un patrimoine paradoxal, qui est à l'origine de la destruction de la ville, que tous les Nazériens regrettent à juste titre, même s'ils ne l'ont pas connu. Les derniers à l'avoir connu sont en train de nous quitter. Et ce patrimoine, aujourd'hui, est reconnu comme tel suite à un effort très volontariste de la collectivité territoriale, et il est même le support d'un projet urbain. Donc le patrimoine est plutôt datable de l'époque qu'il reconnaît comme tel que de l'époque qu'il a vu se construire. Ça, c'est ma première position. Et puis, donc, j'arriverai, in fine, dans ma présentation sur ces exemples ligériens. En me demandant aussi dans quelle mesure, et la carte est en effet très, très évocatrice, hein, il y a très peu d'exemples au fond en Loire-Atlantique, mais c'est un territoire très productif, un estuaire industriel. Et puis le front de mer balnéarisé a été, on le sait, totalement reconstruit par les logiques du tourisme de masse. Ce qui crée quand même deux obstacles à partir desquels on peut déjà expliquer la relative absence, mais Élise y reviendra de manière beaucoup plus approfondie. Ensuite, donc, l'architecture, le patrimoine fait collectif par excellence, par définition, et puis dans quelle mesure, à partir de cette dimension collective, on peut ou non construire, je dirais, une situation, construire collectivement une situation patrimoniale. Au fond, c'est l'enjeu auquel sont confrontés non seulement les corps institués par la société pour le protéger, mais aussi les architectes, les paysagistes, les concepteurs de projets urbains. Souvent, c'est la rotule sur laquelle on cherche à s'appuyer, le déjà là, comme on dit dans les écoles d'architecture, hein, où je travaille depuis une trentaine d'années, qui est une notion un peu vague et qui est remarquablement illustrée là, à l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire que le premier concepteur de ce projet urbain de l'île de Nantes, Alexandre Chemetov, en 1999, avait utilisé la notion de situation construite, qu'il avait emprunté lointainement aux situationnistes, qui avaient imaginé ça dans une perspective révolutionnaire. Et avec Jean-Marc Ayrault, c'était plutôt une perspective social-démocrate. Mais il n'empêche que la première partie du projet de l'île de Nantes, telle qu'on la voit se développer du pont François Mitterrand jusqu'au palais de justice et puis un petit peu au-delà, elle joue justement sur cette construction collective d'une situation patrimoniale sur laquelle on s'appuie pour introduire des architectures d'époques très différentes et parfois dans le contraste. Et puis on voit très bien quand on fait un saut un peu plus à l'ouest, sur l'écoquartier de la Prairie-au-Duc, qu'il s'agit d'une toute autre situation. Et que là, il manque cruellement justement ce point d'appui patrimonial.
Donc cette construction collective d'une situation patrimoniale est souvent, même presque toujours, nécessaire à la réussite d'un projet urbain. Et Chemetov, en faisant ça, venait des berges de la Vilaine à Rennes, sur laquelle il avait déjà expérimenté et sur laquelle cette méthode sur laquelle il s'était déjà appuyé pour mener à bien son projet urbain. Bon, je reviens à mon propos. Les hiérarchies culturelles et les dissonances, c'est quelque chose qui est quasiment consubstantiel à la consommation de l'architecture en tant que production culturelle. Il y a un passif. Le passif, c'est celui de Reiser, et celui de, je dirais, de la pilule du modernisme qui n'est jamais passée, de l'austérité, de l'absence de décor, de la géométrie, de la répétitivité, qui est encore aujourd'hui plutôt valorisé dans les écoles d'architecture, mais qui a du mal à franchir les murs de l'école. Et les architectes eux-mêmes se heurtent souvent à des préventions par rapport à ces principes, hérités lointainement du modernisme, qui avait une toute autre perspective et qui avait un tout autre rêve de société. Parce que la société valorise plutôt la construction qui se trouve à droite, je pense que les architectes moins. Et donc, ces dissonances arrivent assez vite, et elles arrivent au quotidien. Même, on voit ici une opération d'un collègue que j'apprécie par ailleurs, et dont nous apprécions tous le travail, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments de cet architecte que vous avez croisé, qui est cette opération de logement à Saint-Nazaire, de Tétrarque, Michel Bertreux, où l'occupant, en arrivant, a posé une petite aubette au-dessus de sa porte, simplement pour ne pas s'être mouillé lorsqu'il sort ses clés de sa poche, sans doute, et puis parce que ça introduit une petite rupture décorative dans un environnement par ailleurs très réglé. Ici, en Loire-Atlantique, il se trouve en plus qu'il y a un très bel exemple de lotissement, donc de maisons, dont on sait très bien que c'est la forme d'habitat plébiscité, sociologiquement, et puis aussi bancairement, puisque une maison, c'est d'abord un prêt bancaire, n'est-ce pas, qui est le village expo de Saint-Herblain, qui est une expérience, il y en a eu 4 en France, au sortir des années 68, où on a fait travailler des architectes plutôt talentueux sur des modèles de maisons à promouvoir, alors même qu'on commençait à s'interroger sur le bien fondé du caractère collectif de l'habitat qu'on avait jusqu'alors produit dans l'urgence de la reconstruction et du logement en nombre de l'exode rural et des rapatriés d'Algérie. Et à Saint-Herblain, sous la tour de télévision, il y a un très bel exemple de modèle alternatif, alors que Saint-Herblain n'avait pas encore connu la croissance et l'expansion que la ville a connue depuis. Ce modèle-là était typiquement importé des États-Unis, où Leviton était déjà active et avait déjà vidé une partie du centre-ville de New York de ses cadres anglo-saxons blancs. Et ce modèle-là, on cherchait à l'implanter en France, alors qu'on venait de construire, comme chacun sait, les grands ensembles. Et je pense que c'est un petit rappel qui est un peu enfoncer une porte ouverte, mais qui mérite de l'être dès lors qu'on s'intéresse au patrimoine et au rapport entre architecture contemporaine et patrimoine. Ces grands ensembles, ce sont des cartes postales. C'est quand même quelque chose dont il faut se souvenir, c'est qu'à une époque, on a fait des cartes postales avec les grands ensembles. Et on les envoyait, on disait, voilà, j'ai visité l'ensemble de la Bourdette, j'ai visité l'Argenteuil de Roland Dubrul. Vous n'avez, je pense, jamais reçu de carte postale d'un lotissement que des proches auraient visité. Bon, donc ça montre aussi je dirais, les réceptions différenciées dans le temps de l'architecture. Et puis, il y a toujours cette question du matériau qui reste une sorte de point d'achoppement, n'est-ce pas ? Le béton n'ayant jamais eu l'authenticité que pouvait présenter la pierre. Pourtant, cette pierre liquide, tellement aimée des architectes, puisqu'elle permet de couler dans le dur tout un tas de fantasmes formels. Le béton se prête admirablement bien aux rêveries formelles. Et ce béton, évidemment, il a toujours mauvaise presse. Et cette histoire, je vais la raconter à mes enfants. Et on l'a presque tous raconté. Et cette histoire dit des choses sur les matériaux et la perception qu'on en a. Je veux dire par là que, et là encore, c'est une évidence qui a été mise à jour il y a très très longtemps par les sciences humaines. Le goût, c'est le jugement de valeur en architecture et la formulation du jugement de goût, c'est un peu comme un iceberg. C'est-à-dire que le c'est beau ou j'aime pas, c'est vraiment la face émergée d'un énorme acquis
que des sociologues appellent l'habitus, qui est le fruit d'une éducation, d'une origine sociale, d'une culture héritée, d'une manière de voir. Et cette histoire des trois petits cochons, évidemment, elle est idéal typique, d'une certaine manière. Bon, la paille revient, hein, ceci dit, et les bardeaux de bois aussi. Les époques peuvent aussi modifier ces perspectives. Mais il n'en reste pas moins que l'architecture, et l'architecture identifiée comme telle, a souvent impose souvent un rapport surplombant, classant du moins, à l'appréciation populaire et donc au patrimoine, d'une certaine manière. Que celui-ci soit historique, comme sur l'image de gauche, ou qu'il soit très contemporain, une maison d'architecte. Et il rentre en résonance, en collision avec des aspirations très contemporaines qui sont celles de l'hédonisme, de l'individualisme et auxquelles se prête magnifiquement la maison. Mais la maison, quand on la regarde bien elle-même, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des hiérarchies très complexes entre le savant et le populaire. À droite, c'est une maison à l'Immaculée que j'ai photographiée parce qu'elle me plaisait. Et je trouvais qu'elle n'était pas sans intérêt. En bas à gauche, c'est une maison célèbre, c'est la maison Chupin, que le CAUE a d'ailleurs réhabilitée à plusieurs reprises et valorisée. Élise et Dominique Amouroux, qui nous a quittés récemment, ont fait des travaux sur cette maison Chupin qui avait été construite par André Wojanski, le bras droit de Le Corbusier, dans la Pinède, et qui est une sorte de passage obligé du patrimoine contemporain, moderne, en Loire-Atlantique. Et puis en haut, c'est la maison d'un des plus grands philosophes français, Jacques Derrida, qui a beaucoup influencé les architectes à travers sa théorie de la déconstruction, notamment, dont les architectes se sont emparés, Bernard Tchoumi et Peter Eisenman, pour ne pas les citer. Et il habitait à Ris-Orangis, un pavillon absolument lambda. Il y a des portraits de Jacques Derrida dans son environnement qui ont été faits, des portraits filmés, et c'est un pavillon, mais on ne peut plus banal. Pierre Bourdieu habitait une maison à Antony. Quand vous voyez un intellectuel français pris dans son salon, c'est un salon haussmannien avec des moulures en général. Je veux dire par là, vous voyez, le savant populaire, c'est pas si simple. Et les hiérarchies culturelles peuvent être parfois très perturbées, d'une certaine manière. On peut être un très grand philosophe marquant du XXe siècle et habiter dans le pavillon le plus anonyme et, je dirais, le plus moche qu'on puisse trouver. Bon. Tout ceci rejoint un mouvement très contemporain qui a été encore accentué parce que ce magazine, ça m'avait surpris qu'un magazine puisse se créer sur cette idée. C'était en 2004. Il a eu une existence éphémère. Jean-Pierre Pernaut était d'ailleurs en couverture. Il a eu une existence éphémère, mais on avait créé un magazine à l'époque où le papier se vendait encore sur cette idée de quitter la ville et qui n'a fait que s'amplifier depuis. Et je ne parle pas du confinement et de l'année 2020, des années 2020-2021 que nous avons vécues. Et dans la maison, il y a cette idée de l'espace. Et c'est indubitable. Hein. Vous savez qu'en moyenne, les maisons sont 2 fois plus grandes en surface que les appartements. Taille moyenne des maisons, c'est plus de 120 mètres carrés. Taille moyenne des appartements, c'est 64-63 mètres carrés. Et ça tend à diminuer d'un côté et à augmenter de l'autre. Depuis que je m'intéresse à cette question, depuis 30 ans, les 2 courbes ne cessent de diverger. Donc, une question fondamentale. Et puis, il y a la question aussi d'être propriétaire, qui est intimement liée donc, à la question de la maison et à notre rapport au patrimoine en général, et qui donne l'idée, et on le voit très bien dans les publicités, d'avoir une prise, une maîtrise sur son environnement, qui se conçoit assez bien. Cette association entre être propriétaire de son logement et être maître de son environnement immédiat. Les publicités le mettent très bien. On a même le pouvoir de pousser la cloison ou de repousser les factures. Alors ensuite, bon, hormis ce goût socialement fabriqué, socialement constitué, socialement formaté même, je dirais d'une certaine manière, attachons-nous à quelques cas particuliers où en fait on s'aperçoit que des grands fondements de l'architecture, d'évaluation de l'architecture, peuvent être variables suivant les époques. Ici, c'est 2 images du pittoresque parisien, qui voisinent avec des percées haussmanniennes, où on retrouve des volumes imbriqués, où on retrouve des tissus de différentes époques. Et ici, c'est un ensemble beaucoup plus ancien, du XVIIIe siècle, qui est très très régulier, qui est très très, très, très austère d'une certaine manière. C'est juste derrière l'hôtel de ville à Paris, qui est très réglé. Et je ne parle pas de la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, c'est un grand ensemble. Enfin, d'une certaine manière,
dans son rythme implacable. Alors certes, vous me direz, oui, c'est un grand ensemble, mais en face, il y a le parc des Tuileries, puis il y a le château du Louvre. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment. Mais au fond, les catégories du jugement, on s'aperçoit qu'elles peuvent aussi être discutées. Et pour le patrimoine, c'est un enjeu stratégique, évidemment. L'ordonnancement des quais, finalement, il n'a pas grand-chose à envier. Et puis, ensuite, le règlement. Alors, on nous a parlé du plume tout à l'heure. Le règlement, ici, c'est celui de 1902, qui autorise. On voit très bien comment un règlement, après ces immeubles de la rue de Rivoli, permet justement les balcons, les prolongements, le rythme différencié des façades. Bon. Donc, le patrimoine, une création avec, je dirais, de nombreux acteurs sur son berceau, penchés sur son berceau. Et tout ça donne une sorte de mélange. Et je pense que ça caractérise aussi assez bien notre époque. Si je vous disais, tu habites où, tu habites dans quelle architecture? Ben, j'habite dans de l'haussmannien moderne. Et évidemment, pour Jean-Marie Pérouse de Monclos, c'est une hérésie. Évidemment. Et pourtant, si je dis j'habite dans de l'haussmannien contemporain, vous voyez très bien de quoi je veux parler. J'habite, je ne sais pas, à Saint-Joseph-de-Porterie, à Carquefou, dans un immeuble de promoteur de 3-4 étages, avec des prolongements, un toit en zinc, tout un tas de signes qui rappellent une forme d'haussmannisme revisité à l'aune de la promotion immobilière contemporaine. Et puis, une partie de nous aussi se différencie dans nos goûts. C'est la diapo de droite, hein, freestyle, postmodern style, avant-garde style. Cocooning style, on peut tout mettre. On voit très bien comment aussi on peut jouer avec ces critères d'appréciation et comment les publicitaires évidemment ne s'en privent pas et comment ils mélangent allègrement ces styles. Si je disais par exemple j'habite dans du moderne classique, ça n'a pas de sens au regard de l'histoire de l'art et de l'architecture. Et pourtant, on voit très bien le moderne classique. C'est par exemple une villa des Quai Studies, aussi de Los Angeles, avec des baies vitrées très ouvertes, très ouvertes sur le grand paysage, en surplomb d'une ville illuminée. Et pourtant, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, Trécobat, des constructeurs de maisons individuelles, utilisent ce lexique pour construire un patrimoine bigarré, disparate, et qui en même temps est le reflet d'une époque et de sa construction. Et un architecte a très bien mis en valeur, en relief, ce côté bigarré à la fois et uniformisateur et, je dirais, cet équarrissage des différences. C'est Rem Koolhaas, lorsque, après avoir construit dans le monde entier, à 70 ans, a été commissaire de la Biennale de Venise et s'est dit, mon Dieu, qu'avons-nous fait, nous les architectes? Il est temps de retrouver l'authenticité. Et par ces collages, il montrait comment on arrivait à une forme d'uniformisation du monde sous l'égide je dirais, du facteur financier, hein, évidemment. Le mouvement moderne s'étant décliné en style international et aujourd'hui en mondialisation financière. Et Koolhaas lui-même ayant été un chaud partisan et acteur de ces phénomènes. Un de ses derniers bâtiments, c'est la bourse de Shenzhen, par exemple, qui est une tour avec un lingot au milieu. Bon, la signification est littérale. Mais à 70 ans, quand même, il a eu une sorte de recul sur lui-même. Et évidemment, cette uniformisation du monde, elle se relève sous bien des aspects, et notamment dans les États du Golfe, mais aussi dans les États en Corée du Nord, hein, où on a refait des bâtiments parisiens. Et lui-même, Koolhaas, ayant été victime de ce phénomène d'obsolescence rapide, puisque son centre national de la danse, qui avait à peine 30 ans, a été détruit au début des années 2010, et remplacé par un édifice de Jokunen, qui est au milieu. Et c'était la première œuvre marquante de Rem Koolhaas. Donc, comme quoi, le patrimoine, l'obsolescence, le patrimoine et son obsolescence, c'est un processus dont sont victimes même les architectes les plus célèbres. Koolhaas cumulant les titres de distinction de sa discipline. Alors, il y a une sociologue qui s'est intéressée particulièrement à cette question, au caractère socialement construit du patrimoine. Elle a travaillé longtemps sur l'inventaire. Et elle raconte très bien comment finalement, le patrimoine était, encore une fois, j'y reviens, c'était ma phrase d'introduction, appartenait plutôt à l'époque qu'il a reconnu comme tel, comme un patrimoine, qu'à l'époque qu'il a vu se construire. Bon, elle s'est intéressée aux critères de l'inventaire,
que nous expliquait Julien tout à l'heure, et puis sur les valeurs. Nathalie Hennig, c'est plutôt une sociologue des valeurs sur lesquelles repose la notion même de patrimoine. Alors, j'arrive au cas local, avant de passer la parole à Élise. On a donc ce patrimoine nazérien, hein, qui est à l'origine de la destruction de la ville. C'est vraiment un patrimoine paradoxal. C'est-à-dire que est devenu patrimoine ce qui est à l'origine de la destruction du patrimoine. Et qui a vécu des époques diverses et variées. À gauche, c'est juste après la guerre, on avait imaginé y faire une sorte d'autodrome paysager. Ce fameux toit de la base dont on ne sait jamais très bien quoi faire. Hein, Gilles Clément l'a planté, mais il y a des infiltrations. Mais il a été question récemment d'enlever ces plantations. Finalement, elles seront conservées, mais au prix d'adaptations assez profondes. Saint-Nazaire, la base de Saint-Nazaire, qui avait son petit train à une époque, qui a abrité des phosphates aussi pour le port, qui a été un édifice à la destination assez ambiguë pendant des décennies. Et puis qu'on a décidé de raccorder par cette rampe de Solà Morales à la fin des années 1990, en notamment un long projet urbain qui n'est pas encore arrivé à son terme aujourd'hui. Mais qui se visite. Sans doute êtes-vous nombreux à être grimpés sur son toit. Et qui est un des signes du switch, hein, de la volte-face de Saint-Nazaire qui, comme disait Joël Batteux, et je me permets de réutiliser ces mots, de port pourri est devenu une station balnéaire. Ça, c'est une mutation visible à vue d'homme. Je l'ai vu se faire, j'ai vu les décisions politiques, parfois un peu audacieuses, qu'il avait engagées, et coûteuses à long terme pour la collectivité, mais qui sont plutôt couronnées de succès. À tel point que récemment, il y a une série, là, en janvier, de Presse Océan sur Nantes-Saint-Nazaire, où on s'aperçoit que, confinement aidant, vidage progressif de Paris vers Nantes et vidage progressif de Nantes vers Saint-Nazaire, c'est le principe des vases communicants. On arrive à une situation de retournement complet de la perception de Saint-Nazaire. Et puis sa base, donc, qui a été réinvestie, à gauche, c'est la salle associative, enfin pour les associations, et à droite, c'est le LIFE de Fingeppel, et à gauche, c'est 51 Quatreux et Bourbouze-Grindorge, puisque des architectes très réputés ont désormais travaillé dans cette base. Et puis, une opération reliée à la ville qui fait du balcon du centre commercial qui lui fait face depuis 15 ans, un point de rassemblement focal de tous les mouvements sociaux nazériens. Et Saint-Nazaire qui ne se comprend pas sans sa voisine, puisque les élites habitent à La Baule et travaillent à Saint-Nazaire. Les patrons d'Airbus n'habitent pas à Saint-Nazaire. Et La Baule ne se comprend pas sans Saint-Nazaire, et Saint-Nazaire ne se comprend pas sans La Baule. Et La Baule, patrimoine un peu maudit. C'est-à-dire que là, en ce moment, se posent des vraies questions sur le trait de côte. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui a fait son diplôme sur cette question, sur le remblai de La Baule. Le trait de côte, il est voué à reculer. L'État n'a pas encore décidé de le fixer, et on voit très bien qu'il n'indemnise pas les propriétaires qui sont victimes des aléas climatiques, parce que c'est un patrimoine qui coûte extrêmement cher. C'est des milliards d'euros qui sont engagés simplement sur le remblai de La Baule. Ils ne sont pas remboursables par la collectivité. Et pourtant, ce patrimoine, il est peu aimé. Il a peu de lettres de noblesse. Je connais peu de guides des R+4 du remblai de La Baule. En revanche, des guides des villas de La Baule, il y en a pléthore. L'histoire des villas de La Baule, il y en a à foison. Donc, qu'est-ce qui gêne? Pourquoi, par exemple, les vagues? Et là encore, c'était un effort du CAUE. Hein, vous avez été parmi les premiers à mettre en valeur... tu nous en diras sans doute deux mots, ce patrimoine. C'est grâce à vous que d'ailleurs j'en ai saisi l'intérêt. Et c'est vrai que cet immeuble est très marquant. Alors c'est un canard, enfin on appelle ça un canard en architecture, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui dit, dont la forme dit la fonction et l'implantation. C'est-à-dire que l'architecte a vu, et c'est vrai, à cet endroit-là, les vagues sont les plus fortes dans la baie. C'est l'endroit où ça rentre le mieux. D'ailleurs, il y a un petit étier et la plage est bien sapée à cet endroit-là. Et
tout bêtement, le canard, c'est souvent la ressource sûre quand l'architecte ne sait pas quoi faire pour son projet. Il a fait un immeuble en forme de vague, puisque c'est l'endroit où les vagues sont les plus fortes dans la baie de la Baule. Alors, ensuite, il y a des décalages plus savants. Il y a une ligne générale qui se distingue avec un impensé, c'est l'arrière. Souvent, on se gare derrière pour aller à la plage. Ça, c'est pas très beau. Et puis, les édicules techniques sur le toit qui sont assez mal réglés aussi. Mais il n'empêche, c'est peut-être avec l'ensemble de l'avenue qui fait l'angle avec l'avenue La Jarige, le seul ensemble patrimonial remarquable du Remblai de la Baule, qui pourtant est très très long, 7 km. Et donc on peut s'interroger, et je reviens à mon propos du début, il y a quand même une pilule du modernisme, de l'austérité, de l'efficacité, de la répétitivité, du manque d'ornement, de la mise en série, qui a eu du mal à être acceptée pour avoir un patrimoine du XXe siècle, puisqu'il manquait, dans la présentation de Julien, il manquait, non, architecture remarquable du XXe siècle. Mais qui n'est pas, et c'est pour ça que tu n'as pas signalé, qui n'est pas un label patrimonial, c'est un signalement, et ça ne donne lieu à aucune protection. Voilà. Donc on reviendra, je pense, sur toutes ces questions une fois que chacun aura parlé.